Vous avez accumulé un peu d'énergie et sucré et café pour rejoindre le thème suivant de cette matinée, qui est la consommation collaborative, alors qui est un thème que, dès le début de l'organisation de Blend, on a vraiment voulu traiter. Et j'ai le grand plaisir de laisser cette lourde tâche à Anissé Mbida, journaliste chez Clubic, qui est partenaire presse, et que vous avez sûrement déjà vu sur certains écrans. Bonjour. Bonjour. Alors oui, merci Guilhem. Mais Guilhem dit que vous m'avez peut-être vu sur certains écrans, notamment sur les antennes M6, et peut-être même auparavant sur BFM TV, mais on oublie tous, beaucoup de gens oublient que j'ai un vrai métier. Le vrai métier, c'est conseiller éditorial du site Clubic Pro. Alors Clubic Pro, c'est un site qui vous est adressé, c'est un site qui te parle de l'actualité du web marketing, de l'informatique professionnelle, avec des dossiers de fond sur les enjeux du marché, avec des services... téléchargement, livre blanc et autres types de services. Donc, et en plus, Clubic a été créé à Lyon. Et une des parties des équipes vient de déménager dans le quartier de la Sucrière. Donc je suis doublement heureux d'être ici, présent ce matin. Mais on doit parler de quoi? On doit parler de consommation collaborative. Exactement, et pour ça je te laisse tout l'appartement, je te laisse les clés et je te laisse appeler tes 3 participants. Voilà. On va parler de consommation collaborative. Consommation collaborative, alors... Consommation collaborative. La première fois que j'ai entendu parler de ce thème, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau mot, nouveau concept un peu fumeux qu'on nous a inventé? Et puis après, j'ai réfléchi, j'ai pensé à covoiturage, crowdfunding, achat groupé, location de compétences, d'appartements, d'outils de jardinage et surtout l'incroyable succès du Bon Coin. Et puis je me suis dit que finalement, tous, sans le savoir, on fait peut-être de la consommation collaborative sans le savoir. Alors, est-ce que c'est une tendance passagère? Jusqu'où peut aller la consommation collaborative? Pour en débattre, j'accueille et je vous demande d'accueillir avec moi Laure Wagner. Bonjour Laure. Cédric Giorgi. Et Michael Goldman. Si vous voulez vous lancer sur ce secteur de la consommation collaborative, si vous voulez vous en inspirer, ne manquez pas ces témoignages parce que vous allez voir, il y a des choses très intéressantes. Alors je vous présente nos invités. On va commencer par vous, Laure, qui est la première salariée de Blablacar, qui est l'ancien covoiturage.fr. Je me trompe? C'est tout à fait ça. À l'époque, quand vous avez lancé le concept, personne n'y croyait. Et aujourd'hui, vous avez combien de membres dans l'escarcelle de Blablacar? On a plus de 3 millions de membres et 600 000 personnes font du covoiturage chaque mois. C'est pas mal quand même, hein. Ensuite, à côté, nous avons Cédric Giorgi. Vous êtes le cofondateur de Cookening. C'est un petit nouveau sur le secteur, mais il y a un concept que j'adore. C'est un mélange entre le dîner presque parfait, quelque part, et rendez-vous en terre inconnue. Parce que l'idée, c'est de proposer d'aller dîner, enfin vous allez expliquer mieux que moi, d'aller organiser des repas, d'aller manger chez les gens, des inconnus, en fait. C'est ça le concept? Exactement ça. Et ensuite, nous avons Michael Goldman, qui, lui, est quelque part un pionnier de la consommation collaborative, parce que vous êtes président de My Major Company, et c'est quelque part ce qui a montré que ce concept pouvait créer des artistes fabuleux comme Grégoire. C'est grâce à vous qu'on a connu Grégoire. Oui, fabuleux, enfin en tout cas Grégoire. Ouais. Et maintenant, vous allez voir aussi que My Major Company, c'est pas simplement de la musique, ça va assez loin et c'est capable de financer des projets qui vont, expliquez-nous, ça va de la musique, mais on peut aussi faire des choses assez incroyables avec My Major Company aujourd'hui. Oui, on fait du crowdfunding généraliste, les gens ne le savent pas forcément, on a commencé sur la musique, aujourd'hui c'est une plateforme de crowdfunding généraliste à la Kickstarter, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on dit, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est Kickstarter, mais en gros, n'importe quel type de projet dans n'importe quel domaine peut s'appuyer sur le financement participatif et sur My Major Company pour se faire financer. Bon, on va expliquer tout ça, tous ces concepts. Alors, tout d'abord, j'imagine que certaines personnes sont un peu comme moi et se disent, mais consommation collaborative, c'est quoi ce truc? Et d'où ça vient? Je demande à Cédric, d'où ça vient, consommation collaborative? Alors, ça vient de loin, c'est-à-dire qu'on en parle beaucoup depuis, on va dire, depuis 1 an et demi, 2 ans, sauf que les pionniers de la consommation collaborative ou de l'économie du partage, il y a différentes façons de le nommer, ça va être des plateformes comme eBay, comme Craigslist, comme Le Bon Coin, justement, qui ont démocratisé les plateformes de C2C, donc de vente ou de services entre particuliers. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont commencé à itérer sur des nouveaux modèles et à prendre, en fait, on va dire des catégories de ces sites-là, notamment Craigslist. Donc Craigslist, si vous ne connaissez pas, c'est ce site américain qui a un design certes horrible, mais qui est en fait un listing de petites annonces pour un peu tout et n'importe quoi, des produits et des services.
Et c'est là-dedans aussi que des usages ont commencé à émerger. Typiquement, je vais mettre mon appartement en sous-location et des gens vont le louer. Et ensuite, cet usage a un peu démarré sur ces sites-là. Et des startups comme Airbnb, qui est un si ce n'est le mastodonte de la consommation collaborative dans le monde, a ensuite développé. On dit aussi que ça a été, le catalyseur, ça a été quelque part la crise. Alors, et les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a fait que, on va dire, la consommation collaborative évolue? Il y a plusieurs critères. Le premier, c'est effectivement la crise, en tout cas une réflexion sur est-ce que je ne peux pas dépenser moins ou gagner un peu plus d'argent, parce qu'il y a toujours les deux côtés, comment je peux gagner un peu d'argent en activité annexe et aussi comment je peux dépenser moins et peut-être pas acheter des produits mais les louer. Le classique exemple de la perceuse qu'on utilise, je ne sais plus combien de minutes, mais c'est très faible chaque année et qu'il est peut-être préférable de louer. Donc la crise, une génération aussi, on dit souvent que la génération Y est peut-être plus enclin à être utilisatrice de consommation collaborative. Troisième facteur va être des préoccupations environnementales, parce que la consommation collaborative, c'est surtout utiliser moins, passer d'une conception oublier la possession et être sur un usage. Donc on n'a plus besoin de posséder un objet, on peut juste en bénéficier de les développements durables. Laure, il y a aussi juste pour finir, tout ça sur la plateforme Internet et notamment les médias sociaux, sans qui la consommation collaborative ne pourrait avoir de plateforme pour marcher. Alors justement, les mobiles, le fait qu'il y ait des mobiles, l'accès à Internet, qu'on a Internet dans sa poche quelque part, c'est aussi quelque chose qui a permis votre activité n'aurait jamais existé sans Internet et sans mobile quasiment, on se dit. Alors, il faut se rappeler que quand Frédéric Mazzella a lancé en 2004, les applis mobiles, Facebook, c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Donc il a démarré que sur le web. Et on a des applis mobiles depuis 2008 pour l'app mobile et 2009 iPhone, Android. Donc oui, ça a permis une accélération. Aujourd'hui, il y a plus de 20% du trafic qui est sur mobile. Et c'est complètement logique. On est sur une activité de déplacement et donc il y a une forte affinité. Après, j'ajouterais aussi la généralisation des réseaux sociaux, qui a aussi permis de favoriser tous ces échanges. Justement, c'est grâce au réseau social qu'on est capable de mettre en relation des gens qu'on n'imaginait pas avant. On parlait de crise, Michael, quand vous êtes créé au moment de la crise du disque, quelque part. Et vous avez eu de la croissance alors que les autres avaient de la décroissance. C'est étonnant quand même. Oui, bien sûr, on s'est appuyé sur la crise du disque pour trouver une légitimité. Et oui, c'est vrai, nous, on est. Alors, c'est souvent comme ça dans les usages de la culture et puis globalement de l'internet, c'est que le domaine musical précède tout le reste. Donc ça, c'est assez historique. Et globalement, la crise du disque a précédé les autres. Et c'est vrai que d'ailleurs, et le financement participatif s'est créé autour de la musique avant de s'ouvrir aux autres domaines. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a une légitimité dans tous les secteurs aussi parce que la crise touche aujourd'hui tous les secteurs. Mais non, on s'est créé à ce moment-là, dans un contexte où le marché avait chuté, je crois, en 5 ans d'environ 50%, donc ce qui était considérable. Et les premières victimes de ça, c'était les producteurs indépendants et les artistes indépendants qui cherchaient des moyens de se financer. En gros, dans les moments de crise, le réflexe des institutions est toujours le même, c'est de limiter les projets à risque et de se concentrer très fort sur les projets qui apportent plus de garanties. Grégoire, c'est un projet à risque en fait, c'est ça? Ah bah très clairement, du développement de jeunes artistes français à l'époque, c'était très très risqué. Et nous, avec le financement participatif, on a trouvé un moyen, nous en tant que producteurs, de pouvoir créer une boîte, de pouvoir exercer notre métier et de devenir aujourd'hui un des plus gros indépendants de France, je pense. Donc, et en plus, basé sur le développement d'artistes, qui est a priori le secteur qui était le moins favorisé par les maisons de disques à l'époque. Donc on résume 3 facteurs déclenchants: la crise, qui permettent justement d'innover, de trouver une source de revenus et de croissance, le partage, l'éco-responsabilité, et les réseaux sociaux, et tout ce cocktail a donné cette industrie et ce phénomène qu'on appelle la consommation participative. Alors, j'insiste juste 2 minutes sur vraiment, moi il me semble que le gap qui était franchi, c'est vraiment Internet avant tout, voilà, cette technologie-là, parce que ce que fait Blablacar ou ce qu'on fait nous du financement participatif, c'est des choses qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années, c'est pas neuf. C'est juste que cette technologie permet de le faire de manière facile, quoi, donc, et efficace. Voilà, mais le covoiturage, c'est du bon sens, c'est-à-dire que n'importe quelle personne qui se fait un voyage, si on lui propose à chaque fois, si on l'avait proposé depuis 50 ans, il y a quelqu'un qui va payer avec toi la moitié du voyage et voyager avec toi, tout le monde aurait dit oui. C'est pas Internet qui a créé ce besoin-là, c'est Internet qui a permis de le démocratiser.
Donc on est en pile dedans dans Internet et dans l'échange. Il y a quand même une constante chez chacune de vos activités, c'est que elles ont de l'intérêt, parce que si jamais il y a une bonne place de marché, s'il y a suffisamment d'artistes à financer, de personnes qui proposent de la bonne nourriture et des bonnes tables pour déjeuner, et puis suffisamment de personnes qui proposent des voyages. Donc la question, c'est un peu la question le problème de la poule et de l'œuf. Qui veut rentrer sur ce marché se dit, mais au départ, j'ai personne. J'ai pas de service à proposer, j'ai pas de clients et j'ai pas de fournisseurs. Alors comment on règle ce problème-là de poule et d'œuf? Comment on arrive à se construire une base suffisamment intéressante? Comment on fait en sorte que son site de partage ou de consommation collaborative soit bien achalandé? Qui veut commencer? Allez. Alors au départ, oui, il n'y avait personne sur Blablacar. Jusqu'au jour où il y a eu un premier inscrit et là Frédéric s'est dit mais tu le connais? Il disait à son cofondateur, tu le connais ce gars-là? C'est un non, cousin. je ne le connais pas. C'est pas mon cousin, c'est pas mon oncle. Et puis voilà, rien ne remplace le temps. Le bouche à oreille, mais c'est vrai qu'au départ c'est difficile de créer de la satisfaction parce que nous on avait un passager qui cherchait un Lyon-Montpellier et puis un conducteur qui offrait un Lyon-Grenoble. Ah oui. Et puis bon, ça matchait pas, donc tout le monde était déçu. C'est sûr qu'il faut atteindre une certaine masse critique pour arriver à créer des vraies connexions, de satisfaire nos membres, et puis du coup là le bouche à oreille hyper positif se déclenche parce que là du coup on rentre de son voyage et on dit super, vraiment en covoiturage, ce site m'a vachement aidé. Voilà. Alors comment on a fait nous? Bon, à l'époque c'était des astuces, on les aurait peut-être pas dévoilées, mais aujourd'hui ça fait du bien de les rappeler, mais c'est plus un secret. C'est que on essayait de garder l'énergie des membres qui venaient sur le site pour qu'ils proposent non pas un trajet mais plusieurs. Du coup on avait de l'offre, la personne venait une fois et puis on le retenait, on lui disait et là donc tu mets ton Paris-Grenoble mais tu vas le faire plusieurs fois dans l'année, vas-y publie plusieurs annonces, comme ça au moins en une fois on avait de l'offre sur plusieurs mois. D'accord. Du coup une personne pouvait proposer plusieurs voilà, parce offres qu'il d'un n'y a rien coup, pire, sinon il pose son premier trajet, ça marche pas, on ne trouve pas de passagers, c'est normal, il n'y avait pas grand monde à l'époque, et puis du coup il est déçu, il ne revient pas. Ouais. Alors que S'il en propose plusieurs. Voilà, directement, il en propose plusieurs sur plusieurs mois. Bon, il y a des chances qu'on évolue d'ici là et que finalement, il ait une bonne surprise. Et puis pour les passagers, de la même manière, ils avaient l'énergie de venir une fois, ils ne trouvaient pas. Il faut se le dire franchement, hein, au départ, il n'y avait pas beaucoup de trajets. Mais on lui disait, ah bon, tu as recherché Lyon-Montpellier, veux-tu qu'on te tienne au courant? Mets ton mail et puis on te tiendra au courant dès qu'il y a un Lyon-Montpellier, on t'envoie un mail. En fait. Ça pouvait être 6 mois plus tard, mais au moins on avait gardé un contact et ça permet petit à petit, une fois qu'il y a de plus en plus de monde, de tenir au courant et puis les gens reviennent et donc ça a été aussi une manière de faire en sorte de faire des vrais matchs. D'accord. Du côté de Cocooning? Ouais, pour compléter, parce que nous on est en plein là-dedans, hein, on est un petit poussé, on s'est lancé en mai dernier, Cocooning, donc on a 4 mois d'existence. Il faut y aller étape par étape, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à se dire, ok, pendant un an, je me concentre uniquement sur mon offre, et puis après, une fois que j'aurai une offre fantastique, j'irai m'occuper de la demande. Pour une raison assez simple, dans le domaine dans lequel on est, donc du C2C, ce qui est peut-être un peu différent sur des places de marché avec des business et des particuliers, c'est qu'il y a un effet déceptif si vous dites à des gens, ok, inscris-toi, crée ta table et tu vas pouvoir accueillir chez toi. Donc les gens, on arrive à les exciter sur ce nouveau concept. Si dans les 3 mois, ils n'auront pas une première demande, ils vont être déçus, ils vont oublier le système, etc. Donc il faut, dans un premier temps, enfin nous ce qu'on a fait, on a construit un début d'offre qui commence à être intéressant. Sur Lyon, vous avez quelques tables assez sympathiques, je dois dire. Et puis là, on se concentre sur la demande. On sait qu'on a du potentiel sur l'offre. Et comment on se concentre sur l'offre? C'est-à-dire que vous payez des gens pour faire des dîners chez eux? C'est comment? Non, on a, pendant quelques mois, on s'est dit, on ne cherche que des hôtes. Donc après, c'est en fonction de chaque service. Donc nous, on est dans la cuisine. Donc on va rentrer dans les communautés autour de la cuisine. On va parler aux blogueurs cuisine. On va parler dans les forums cuisine. On va essayer de trouver des gens. Sans non plus, faut surtout pas que la qualité au début soit mauvaise. Donc on refuse typiquement entre une table sur 2 et une table sur 3 chez Cocooning parce qu'on estime que le niveau est pas là. Parce qu'il faut un socle de départ qui soit extrêmement qualitatif et que toutes les expériences de repas se passent bien. Donc il y a un travail de fourmi quelque part, local, d'aller chercher les gens quasiment un par un, les prendre par la main pour les emmener sur la plateforme. C'est le business dans lequel on est, le 1 par 1 peut faire la différence. C'est Paul Graham, pour ceux qui connaissent, donc, très connu avec YC, donc l'accélérateur, et c'est lui qui a accompagné Airbnb, et il a à un moment donné dit un conseil qui a marqué pas mal de gens, c'est en gros faites des choses au début qui ne peuvent pas être scalables
C'est-à-dire aller à la main chercher un par un des gens, ça paraît hallucinant quand on vise d'avoir 1 million à terme, mais au début c'est hyper important. Donc ça c'est le premier truc. Et le deuxième c'est une tendance qui commence à venir, qu'on appelle le growth hacking. En français ça veut dire quoi? Je sais pas. Donc c'est dire non, c'est comment on hack sa croissance. Et c'est un sujet dont on parle de plus en plus parce qu'on se rend compte qu'en fait les belles plateformes américaines au début, elles hackent le système. C'est-à-dire que ce n'est pas des bisounours qui attendent gentiment d'avoir leurs utilisateurs. Il y a une plateforme énorme, typiquement Craigslist à l'époque où Airbnb s'est lancé. Qu'est-ce qu'a fait Airbnb? Ils ont posté toutes leurs annonces sur Craigslist pour choper de l'audience à ce niveau-là. Ça va être YouTube qui, au début, c'est pas de la consommation collaborative, mais c'est une place de marché. Ils avaient besoin d'offres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont payé des gens pour poster des vidéos sur YouTube. Il faut être un peu prédateur, quoi. Il faut faire du un par un, aller chercher les gens à la main et en même temps être un peu prédateur, aller voir les... Il faut un peu hacker sa propre croissance. Et nous, un truc qu'on va faire tout simple, ça ressemble un peu à ce que vous avez fait, c'est on a des gens qui ont créé une table, c'est une offre. Et en fait, on en a quelques-uns qui ont dit « Ah, mais j'aimerais bien créer plusieurs ». Donc en fait, on va changer un peu le système pour que chaque hôte puisse définir plusieurs formats. Et donc comme ça, on va faire un fois quelque chose, fois 2, fois 3 sur l'offre qu'on va pouvoir proposer. Et vous, votre chance, c'est que un membre qui vient une fois pour mettre sa table, c'est une offre qui est valable ad vitam aeternam. Alors que nous, il vient, il propose un trajet pour ce vendredi soir, il n'y a plus rien après. Donc nous, c'est une grosse machine à laver qu'il faut renouveler sans arrêt. Donc il fallait prendre l'énergie des gens là où elle était quand on les avait sous la main pour multiplier l'offre. Alors, Michael, du côté de la musique, comment on fait pour tomber sur les bons artistes? Parce que, encore une fois, il faut des bonnes tables, il faut des bons trajets, mais il faut aussi des bons artistes. Si on a des artistes en bois, c'est moins intéressant. Comment on fait pour avoir des bons artistes? On fait pareil, on les va chercher un par un dans les caves, dans les écoles, dans les radios-crochets. Comment on fait? Ouais, alors nous, on a une histoire un peu particulière, mais enfin, en tout cas, je cautionne complètement ce qui a été dit. C'est-à-dire que vraiment, quand on lance sa boîte dans la consommation collaborative, globalement, il y a un travail assez désespérant en amont d'évangélisation un par un qui dure un temps fou et qui à la fin porte ses fruits. Effectivement, surtout, on peut difficilement construire quelque chose de sain sans avoir fait ce travail-là. Alors nous, on est un mauvais exemple de ça, parce que, alors oui, effectivement, au début de ma Major Company, quand on était uniquement un label participatif sur la musique, on avait sélectionné 10-15 artistes que moi j'étais allé chercher sur Internet. Ça a l'avantage quand même de baigner dans la musique depuis qu'on est tout petit, quoi. Non, à vrai dire, c'est l'avantage d'être producteur de musique en amont. C'est-à-dire que moi, quand on a monté Major Company avec mes 2 associés, on était 3 producteurs de musique qui étions en train de galérer, quoi. Donc, pour résumer. Et donc c'est vraiment et moi, ma passion à ce moment-là, c'était de chercher des artistes sur Internet, qui est un truc que la maison 10 faisait pas du tout encore à l'époque. Donc, alors en l'occurrence, Grégoire, on l'a pas du tout trouvé comme ça, mais il y en a quelques-uns qu'on a trouvé comme ça, Irma ou Joyce, qui ont bien fonctionné après. Donc c'est vraiment voilà, il y a ce boulot-là, essayer de les convaincre que notre truc il est vertueux, alors qu'ils disent mais de quoi tu me parles, faire financer mon projet. Alors, mais justement, en dehors de la musique, maison de disques, enfin, en dehors de la musique, puisque maintenant ma Major Company finance autre chose que de la musique, comment vous faites sur d'autres secteurs pour avoir les bonnes choses à proposer à ceux qui veulent investir? Alors voilà, en tout cas dans la musique on a un mauvais exemple parce que ça a très vite très bien marché, donc très vite on a été très connus et c'était même presque tellement artificiel qu'on n'a pas réussi à assurer, à mon sens, un service après-vente ou un service client suffisant, voilà, mais c'est allé plus vite que nous en fait. Et aujourd'hui, maintenant qu'on est ouvert à tous les domaines, on doit faire de l'évangélisation, c'est du terrain. Ça fait 1 an et demi qu'on va dans des conférences, qu'on traverse la France et qu'on essaye de parler aux gens du crowdfunding généraliste. Bon, c'est aussi la bonne époque parce que les médias s'emparent de ce sujet-là depuis 6 mois. Et puis il y a les assises du financement participatif et puis il y a des concurrents qui ont déjà fait ce travail-là aussi depuis 1 an et demi avant nous. Donc voilà. Mais c'est un boulot d'évangélisation qui a l'air totalement déprimant, mais qui est quasiment la seule manière de faire tourner son business à terme. Est-ce qu'on parle de la même façon, maintenant je me tourne vers vous là, est-ce qu'on parle de la même façon à ses clients et ses fournisseurs? Parce que, je sais pas, moi, quelqu'un qui cherche un trajet, quelqu'un qui propose un trajet, quelqu'un qui crée de la musique et qui cherche du financement et quelqu'un qui veut financer, c'est pas les mêmes populations, on leur parle pas de la même façon. Qu'est-ce qu'on fait pour adresser, j'aime pas ce mot-là, mais pour cibler ces 2 types de populations? Oui, c'est ça, il faut le dire clairement. Il faut adresser, il faut cibler. Ouais. En termes de communication, on est une place de marché. Donc, nous, c'est les conducteurs d'un côté et les passagers de l'autre. Ce sont des gens complètement différents. Il y en a un qui a une voiture, qui est périurbain, qui est plus âgé. On a le passager qui est plus urbain, qui n'a pas de voiture, qui n'a peut-être pas le permis. Donc, c'est sûr qu'il faut aller les chercher là où ils sont, à des endroits différents, sur des secteurs différents. Et quand on n'a pas d'argent au début, c'était des partenariats différents. Il fallait vraiment réfléchir
oui, où aller les chercher, et pas simplement parler de manière globale faites du covoiturage, c'est sympa le covoiturage, pensez-y. Enfin voilà, il faut aller dire, toi, conducteur, économise 90 € sur ton Paris-Lyon, et puis toi, passager, voyage 3 fois moins cher que le train. Enfin, il fallait trouver les messages pour que tout le monde accroche et qu'au final, ils aient un intérêt commun pour faire des trajets ensemble. Bien sûr. Et le modèle économique, parce que toutes les startups veulent faire en sorte qu'elles gagnent de l'argent et pour payer les salaires, et que ce ne soit pas forcément l'investisseur qui paye. Comment on fait une fois qu'on a achalandé sa place de marché et qu'on a 3 millions ou voire plus de personnes en catalogue ou de services en catalogue, comment on fait pour gagner de l'argent? Alors, au départ, quand Frédéric Mazzella s'est lancé, c'était vraiment fleur au fusil, il n'y avait pas de modèle économique. C'était son défi, il est ingénieur, il voyait les voitures passer, il s'est dit il y a un problème, les voitures sont vides, les trains sont pleins. Voilà. Donc il s'est dit il faut le faire, je le fais. Il s'est lancé. Après, il a eu de plus en plus de coûts parce qu'il fallait des serveurs, il s'est dit voilà, mais à terme il va me falloir une équipe parce qu'il faut un service client, c'est hyper important. Référence à la conférence d'avant, le service client c'est hyper important. Et donc, il va me falloir de l'argent. Comment je vais faire? Donc, on a tâtonné. On a vendu des plateformes en SaaS à des pros. Donc, on a fourni les services de covoiturage d'IKEA, Castorama et de pas mal de collectivités. Devenir prestataire pour d'autres personnes, en fait. Voilà, qui voulaient des services de covoiturage. Comme le Grand Lyon en a un. Bon, il se trouve qu'on n'est pas le prestataire de Lyon, mais on est celui de Strasbourg, de Béziers, de plein de villes en France et de plein de grosses boîtes. Mais c'était pas un bon modèle économique parce que c'était un focus différent. En fait, on faisait ça, on avait une équipe dédiée et donc ça marchait pas. Il fallait qu'on ait un parle modèle pas de la même façon pour le site au lui-même. l'utilisateur final qu'un intermédiaire, une administration, c'est pas la même chose. Ouais, oui, et puis, du coup, c'était une activité parallèle avec un produit différent, une équipe différente. C'était très chronophage et donc ça ne permettait pas de nous concentrer et d'embaucher pour le site grand public. On a testé du service freemium, donc certains pouvaient payer pour mettre leur annonce en top de résultats. Bon, c'était pas terrible. Il y avait un peu de pub aussi, mais la pub, ça fait longtemps que ça rapporte plus trop sur le web. En tout cas, ça finançait pas beaucoup de salaires chez nous. Donc, quelle était l'astuce? Et alors finalement, on s'est dit, il faut que les utilisateurs participent, et c'est aussi communautaire finalement que les utilisateurs, en laissant une commission, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis 2 ans, les passagers sur Blablacar payent en ligne leur place, et nous on va reverser l'argent au conducteur après le trajet, ce qui nous permet d'avoir une commission entre les deux, qui n'est pas très élevée, ça n'empêche personne de voyager. Mais du coup, ça au moins, c'est un modèle durable parce que ça correspond à l'évolution du site. C'est-à-dire que plus il y aura de trafic sur le site, plus nous, on aura des coûts, plus on devra embaucher, mais aussi plus il y aura de commissions. Donc finalement, ça évoluera ensemble et c'est pérenne. Et donc voilà, on a enfin trouvé notre modèle. Alors, est-ce que du côté de Cocooning, vous êtes déjà dans cette démarche-là ou pas? Nous, on a eu la chance d'arriver après les autres, donc ils ont fait tout le travail pour nous. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas trop posé la question du modèle économique. Il est arrivé, on va dire, facilement en disant on est une place de marché, on a besoin de gérer l'intermédiation, le paiement fait partie de cette intermédiation, donc il faut qu'on gère le paiement et que les gens qui veulent aller manger chez l'habitant payent en amont. Quelque chose qu'on gère. Et on sait bien que Blablacar se soit créé avant, quoi. C'est très bien que Blablacar se soit créé avant, reversé, non. Et c'est aussi, en fait, on va en parler, c'est par rapport à la confiance, c'est hyper important, pour nous, que le paiement se passe avant. Il y a toute une dynamique, on en parlera. Et là où on a été aussi chanceux, c'est qu'il y a des sociétés qui se sont spécialisées dans cette gestion du paiement, puisque, pour ça rentrer dans les détails, en gros, quand vous prenez de l'argent pour le compte d'un tiers, vous pouvez être assimilé à une banque, donc ensuite, il ne faut surtout pas tout encaisser et tout décaisser, sinon fiscalement parlant, etc. Et puis vous êtes responsable, bref, donc ça n'a aucun intérêt. Et donc il y a une start-up française qui fait un super truc et qu'il faut mentionner, puisqu'en plus Céline était là hier, si je ne dis pas de bêtises, c'est une boîte qui s'appelle MangoPay. Donc c'est une solution de paiement pour Marketplace qui gère vraiment toute la partie mise sur compte séquestre, etc. Donc c'est ce qu'on utilise depuis le début, donc ça a été très facile pour nous. Sachant que c'est une partie du business model. Après, on est sur des business où on fait non seulement une place de marché, mais encore plus qu'une place de marché, on essaie de créer des communautés, ou en tout cas, c'est un peu compliqué ce mot communauté, mais des audiences qui sont autour de certains centres d'intérêt. Et nous, on sait que cette audience-là intéresse pas mal de personnes, parce que c'est la première fois qu'il y a une audience qui va se
cristallisé autour de l'art de recevoir. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ça veut dire que des marques vont payer pour... vous vendez des parler à données, cette- vous vendez Non, de la non, non, publicité, non. vous vendez quoi? Non, on fait... Enfin, non. Vous valorisez, vous monétisez, puisque c'est le mot à la mode, vous monétisez quoi, du coup? On monétise l'audience en faisant des opérations spéciales avec des marques qui sont intéressées pour parler à cette audience. Donc on a par exemple, il y a 3 millions de personnes qui font du covoiturage, on peut utiliser cette base, alors c'est pas votre modèle, mais ça pourrait être ça l'idée pour créer du brand content, comme disent certains, pour une population qui est très ciblée. Imaginez qu'on aura 10 000 personnes qui accueillent chaque mois à leur table, Oui. c'est un pouvoir de prescription dans un moment extrêmement particulier autour de la table, donc en termes de bouche à oreille c'est hyper intéressant. Donc ce pouvoir de prescription dans un cadre particulier intéresse. Et sinon, il y a quand même une question qui revient souvent, c'est celle de la création de valeur et du barème fiscal. Ça veut dire que, grosso modo, si je gagne, parce que ce sont des particuliers qui font appel à vos plateformes, et si jamais je gagne un peu trop d'argent, il y a nos amis du fisc qui se disent, dis donc, faut payer des impôts quand même sur ce produit, sur ce bénéfice que j'aurais eu par ces plateformes. Alors, comment ça se passe? Alors, du côté des plateformes collaboratives, du financement collaboratif, il y a plusieurs modèles. Il y a le modèle du don. Donc là, au contraire, on est défiscalisé. Mais on pourrait éventuellement prendre une participation dans l'entreprise qu'on finance. Et dans ces cas-là, il y a des critères à respecter. Comment on gère tout ça? Oui, alors sur le financement participatif, alors justement le don n'est pas défiscalisé, il est défiscalisé que quand c'est un don qui serait défiscalisé en dehors d'Internet. C'est-à-dire que par exemple, nous on a fait des projets avec le CMN qui est le centre des monuments nationaux, que je ne dis pas de bêtises, ou des musées, je crois que c'est des monuments. Et effectivement, quand on fait un don au CMN, c'est en partie défiscalisé, donc on pouvait le faire sur Internet. Mais quand on soutient son voisin qui monte sa boulangerie, le don qu'on lui fait n'est pas défiscalisé. Hein. Donc c'est voilà. Mais la question était. La question est pour le reste justement, quand justement je oui, soutiens quand il y a du mon retour boulanger, financier. mais je prends des parts dans sa petite entreprise, quelque part je dois payer des impôts à un moment ou à un autre. Alors nous, dans notre modèle initial, qui était celui du label participatif, il y avait dans l'offre, vous soutenez des artistes et vous gagnez de l'argent si ça marche. Ces revenus-là, c'était considéré comme du revenu très classique et il fallait le déclarer en tant que tel. D'ailleurs, franchement, c'était assez dur du point de vue fiscal. Et le gros enjeu qui arrive là, c'est ce qui est en train de se démocratiser, c'est le don contre equity, c'est-à-dire comment faire en sorte que demain, sur des plateformes de financement participatif, des startups puissent chercher des actionnaires auprès des internautes. Et c'est un truc qui est en train de s'ouvrir, sur lequel le gouvernement est en train de favoriser le cadre juridique et administratif autour de ça. Et donc demain, il y aura des plateformes, enfin il y en a déjà, hein, mais ce sera encore plus massif, qui permettront à tout le monde d'investir 1 000, 2 000 euros dans une start-up et donc devenir actionnaire de la boîte. Le traitement fiscal et juridique de ça, a priori, ressemblera à celui d'un actionnariat relativement classique, c'est-à-dire il n'y aura pas de liquidité particulière. Mais bon, c'est en tout cas un vrai enjeu pour le financement participatif et puis pour l'économie réelle, parce que ce que le gouvernement cherche en faisant ça, c'est faire en sorte que les Français retirent l'argent de leur livret A, puisque les Français ont ce côté, et l'investissent dans des jeunes boîtes et puissent vraiment leur permettre de trouver des financements nouveaux que l'économie réelle permet pas. Et ça veut dire que vous allez devenir concurrent des capitaux risqueurs Mais nous, on ne sait pas encore si on va se lancer dans le don contre equity. Je pense, parce que notre nature chez My Major Company, on aime bien la R&D du financement participatif, on aime bien essayer plein de choses, et donc je pense qu'il y a un moment où on sera tellement tenté qu'on va y aller. Mais je ne sais pas encore, c'est difficile d'évaluer. Je suis certain que l'intention est bonne et que si ce truc-là fonctionne, c'est sans doute ce qui permettra de faire du financement participatif quelque chose de vraiment important pour l'économie traditionnelle. Après, est-ce que les Français seront enclins à effectivement devenir actionnaire de boîtes? C'est pas encore dans la culture française. Nous, de toute façon, sur My Major Company, c'est vrai qu'on a tendance à aller dans des business quand ils sont, disons, time to market. C'est aussi pour ça qu'on a switché vers le crowdfunding généraliste, en gros 6 mois avant que les médias s'en emparent et commencent à en parler. Ça nous évitait de faire les 2 ans d'évangélisation terrain très laborieuse d'avant. Et donc le don contre equity, quand on sentira que c'est le bon moment, je pense qu'on ira, mais ça se joue dans les 6 mois qui viennent. Alors vous avez un partenaire, Cédric, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, juste, parce que peut-être que tu les as pas nommés, si tu prévois de
d'être concurrent, mais pour ceux que ça intéresse, parce qu'il y a pas mal de gens éventuellement entrepreneurs, il y a 3 plateformes qu'il faut regarder, Anaxago, Smart Angel et WeSeed, si vous cherchez une plateforme de crowdfunding en equity. Il y a aussi tout ce qui est prêt entre particuliers, qui est aussi notre modèle avec Hello Merci et Prêt d'Union, si vous voulez prêter à d'autres particuliers et gagner de l'argent grâce à ça, plutôt que prêter à la Sur le prêt, on ne gagne pas d'argent. Hein. C'est du prêt à taux zéro. Hein. C'est que du prêt à taux zéro. Ouais, sur Hello Merci en tout cas. Sur Hello Merci, mais... Et justement, alors, dans My Major Company, vous avez un partenaire avec, c'est pas BG, c'est pour BGE. BGE, Ouais. j'avais essayé d'être. Ouais. C'est pas ma petite entreprise, c'est notre petite entreprise.com. Vous pouvez nous expliquer un peu quel est l'objectif de ce Oui, partenariat BGE, c'est un réseau national qui aide plein d'entrepreneurs partout en France à monter leur boîte, à pouvoir lancer un petit business, mais ça peut être vraiment du tout petit business, du genre... qu'est-ce qu'on a? Bon, ça va vraiment de l'ouverture d'un petit bar qui était en train de fermer à obtenir un stand dans un marché pour pouvoir vendre des légumes bio, de ça. Ils aident vraiment des jeunes entrepreneurs, pas forcément jeunes d'ailleurs, à monter leur business, et leurs besoins en financement sont souvent petits, mais difficiles à obtenir, parce qu'aujourd'hui en France, quand on veut monter un business avec juste sa volonté, son envie de bien faire, c'est très difficile. Aller chercher à la banque un prêt de 10 000 euros pour faire un truc qui n'est pas dans les normes, voilà, c'est très compliqué. Et le financement participatif peut vraiment apporter quelque chose, c'est ce que BGE a compris. Ils ont monté ça avec nous, donc notrePetiteEntreprise.com. Et le concept, c'est vraiment, là il doit y avoir une 40aine de projets qui sont des petits projets avec un fort ancrage local. Qui sont aussi des choses qui changent la vie des quartiers. Je pense à notamment une boulangerie dans une zone qui est en train vraiment de crever, où tous les commerces s'en vont, et puis c'est un mec qui veut monter sa boulangerie et sauver ce truc-là. Puis avoir un business dans cette rue-là, c'est quand même important. Et puis les besoins, ça doit être, je ne me rappelle plus du besoin exact, mais ça doit être 5 000 euros pour faire perdurer le truc ou le Là, développer c'est les gens un du peu. quartier qui se mettre derrière pour pousser le projet aussi? Oui, c'est qui veut bien le faire, mais effectivement, l'idée du financement participatif, c'est de s'accrocher aussi, c'est de s'appuyer sur sa communauté, et la communauté d'un projet comme celui-là, c'est une communauté locale. Donc et c'est plein de petits projets comme ça qui ont du sens à s'appuyer sur le collectif et sur le participatif, et qui trouveront là-dedans, alors sûrement pas 300 000 euros pour pouvoir devenir la plus grande start-up de San Francisco dans les 6 mois qui viennent, mais en tout cas 5 000, 10 000 euros qui permettront à ces projets-là de survivre et de faire changer leur quartier. Alors, on disait tout à l'heure que le financement participatif peut concurrencer l'investissement traditionnel, mais le participatif peut concurrencer énormément de métiers, énormément d'affaires. On a entendu des startups comme Uber, qui est partenaire ici, qui subit en ce moment les foudres du lobby des taxis. On a des gens comme Airbnb qui subissent aussi les foudres du lobby des chambres d'hôtes, qui eux subissent le foudre des restaurants. Il y a quand même aussi, dans votre cas, des fois où vous êtes face à la concurrence de l'ancienne économie, des entreprises traditionnelles. Cookening, par exemple, est-ce qu'on va venir vous chercher en disant « mais dites donc, les normes sanitaires des restaurants doivent être appliquées aussi aux personnes qui invitent des particuliers à venir manger chez eux ?» Je souris parce que c'est extrêmement classique ce genre de questions, on les a régulièrement. Oui, la réponse est oui, on viendra nous embêter, clairement. Même très sérieusement, on viendra nous embêter. Après, pour l'instant, on est très petit, donc quand vous gagnerez beaucoup d'argent, c'est là que ça va se. Quand on sera encore plus médiatisé, vous savez, ces business historiques, ils mettent un peu de temps à réagir. Quand ils réagissent, la première des réactions, c'est dire il faut interdire. C'est un nouveau modèle, c'est une concurrence déloyale, donc il faut interdire. Et puis après, mine de rien, il y en a certains de ce mouvement qui se disent peut-être qu'il ne faut pas tout à fait interdire, il faut peut-être aller comprendre ce qui se passe, parce que peut-être que ça peut nous faire évoluer. Donc typiquement Airbnb, c'est assez drôle parce que vous avez énormément de gens qui critiquent Airbnb. Et puis vous avez quelques chaînes hôtelières qui discutent avec les gens d'Airbnb et qui disent racontez-nous un peu le truc, là, qu'on comprenne les nouveaux usages, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc oui, on va venir nous embêter, aussi parce que la législation doit évoluer avec les nouveaux usages. Donc clairement, nos hôtes, si on leur demande de respecter les mêmes contraintes que des restaurateurs, ça va tuer notre service. Donc nous, on explique qu'on est différent, donc il faut ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de régulation, ça veut dire qu'il faut avoir une régulation qui s'adapte aux nouveaux usages.
Parce qu'après, il y a des règles de bon sens. Hein. J'ai jamais été malade en allant manger chez un ami. J'ai été malade en allant manger dans un restaurant. Enfin, voilà, il faut se rappeler certains trucs. Et puis, moi, l'exemple que je donne aussi, historiquement, alors on n'a pas encore eu trop de contact direct avec les restaurateurs, ça viendra. Mais quand les restaurants ont été inventés, donc il y a quelque chose comme 400 ans, ils étaient interdits, puisque le business de la restauration était réservé aux traiteurs. Et en fait, les traiteurs ont vu ces restaurants arriver, et donc ils ont dit non, mais c'est pas possible, on peut pas, ils font de la concurrence déloyale, on peut pas aller au restaurant. Et puis après, finalement, on connaît l'histoire, les restaurants ont été autorisés. Donc c'est classique, quoi. C'est il y a un nouveau modèle, on va essayer de l'interdire, et puis si c'est bien dans le sens de l'histoire, l'écosystème va se réorganiser, et puis tout le monde pourra trouver sa place, et chacun avoir son offre différenciante. Alors, j'espère qu'on aura suffisamment de temps pour faire en sorte que cette session soit le plus interactive possible. Si vous voulez poser des questions à nos hôtes, essayez de... Moi, je suis Twitter en même temps. Mettez votre question avec un hashtag BlendCC. Je vais suivre ce hashtag-là. Et si vous avez des questions particulières, je vais essayer de les poser à nos invités. Alors, on a dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas être... en tout cas, moi, je n'ai jamais été malade en allant manger chez un ami, mais ça m'est arrivé au restaurant. Il y a quand même aussi le problème de la qualité et de la confiance. Ça veut dire que, typiquement, si j'ai un artiste en bois qui me fait miroiter monts et merveilles et qu'en fait je mets mon argent dans un trou percé, panier percé, si je vais manger chez quelqu'un qui me prévoit de me donner du homard et du caviar et c'est des œufs de lompe et du surimi, je demande à Paris et Lyon, on me dit que c'est dans une énorme limousine formidable et tout, et je me retrouve dans une cage à bestiaux. Il y a quand même ce problème-là, c'est-à-dire que le collaboratif, ça ne marche que si quelque part, on a de la confiance et que les produits proposés correspondent exactement aux attentes et que le service proposé correspond aux attentes. Alors, je vous vois sourire, parce que c'est des questions que vous avez eues, comme vous êtes un peu, je ne vais pas dire ancienne, mais vous avez beaucoup d'expérience sur ce domaine-là, c'est une question qui vous tient à cœur, la confiance. Ça nous tient d'autant plus à cœur qu'au départ, on nous disait que ça ne marcherait jamais. Et parce que justement, on nous disait... C'est l'autostop, les gens oui, mais les gens ont peur. C'était très marginal. Justement, les gens ne faisaient pas du stop en masse parce que ça fait peur. Et donc on nous disait le covoiturage ça ne marchera jamais parce que les gens n'auront jamais confiance de partir avec des inconnus. Et donc notre défi, et ce sera vraiment mon message d'aujourd'hui, c'est que la confiance c'est vraiment la clé, le moteur de l'économie collaborative. C'est qu'il y a rien ne se passerait, il n'y aurait pas de transaction sans confiance. Donc on s'y est attelé depuis la création de covoiturage.fr, donc qui est devenu Blablacar. Et récemment, on a mesuré cette confiance parce qu'on s'est dit, attendez, il y a 5 ans, on nous disait ça ne marchera jamais, et aujourd'hui, on a plus de 3 millions de membres, 600 000 covoiturages par mois, enfin, ça marche, c'est reconnu, on a vraiment créé un vrai réseau de transport. Donc, comment on a fait et quelle est cette confiance? Donc, on a demandé concrètement à nos membres de donner une note de confiance à leur cercle, en fait, autour d'eux. Quelle note de confiance vous accordez à vos amis, à votre famille, à vos collègues, à vos voisins? Et ensuite, on a posé la même question, quelle note de confiance accordez-vous aux autres covoitureurs qui ont un profil rempli, quoi, photos, véhicules, quelques avis positifs, biographie et tout. Les surprises. C'est un classique sur Blablacar. Et là, aux surprises, les covoitureurs se font quasiment autant confiance qu'ils ont confiance en leurs amis. Oui. Et ils ont plus confiance dans les covoitureurs que dans leurs collègues et voisins. Donc c'est quand même fou. Pour un truc qui était censé ne jamais marcher, finalement, ils ont plus confiance sur les profils en ligne des covoitureurs Blablacar qu'en leurs voisins et collègues. Et donc, étape suivante, on s'est dit, mais comment on a fait? Et on a essayé de théoriser, puisqu'on est un peu le grand frère de pas mal de sites collaboratifs derrière. Donc, on a essayé de créer notre recette maison. J'ai tweeté tout à l'heure un framework, je ne sais pas si vous suivez Blablacar _fr, j'ai tweeté une image. Dreams, c'est notre recette à nous, en 6 piliers, 6 lettres, qui font le joli mot de Dreams, donc en plus ça fait rêver. Alors qu'est-ce que veut dire le D, le R, le E, le R? Grosso modo, c'est une astuce pour essayer de garantir que... De construire la confiance dans une communauté collaborative. Donc le D, c'est pour declared, ça c'est un classique, quand on s'inscrit sur un site, on déclare des informations. Le R, c'est pour rated. Il faut que ce soit évalué. Donc, très concrètement, après un covoiturage, on laisse un avis au conducteur et le conducteur laisse un avis au passager. Et c'est ça, on a piqué ça à eBay et maintenant, c'est un classique sur les communautés. On se note. Et ça permet de maintenir une qualité parce qu'on sait, le conducteur sait qu'il faut qu'il respecte le code de la route parce qu'à l'arrivée, on va le juger. Donc, R pour rated. E pour engaged.
pour le côté engagé par la transaction en ligne, en tout cas chez nous, parce que quand il n'y a pas d'engagement par une transaction en ligne, il y a moins d'engagement, parce que l'engagement oral, malheureusement, on a payé, donc a priori, ça on allait va en avoir quand pour son argent et pas mettre son argent à la poubelle. Quoi. Oui, puis surtout, quand on a payé à l'avance, on y va. Oui. On va et on ne pose pas de lapin. Et on ne pose pas de lapin, alors qu'à l'époque où on n'avait pas déployé notre modèle économique, il n'y avait pas de réservation en ligne, on pouvait déplorer un taux de désistement de plus de 35%. Et là, maintenant que les gens payent à l'avance, on est à moins de 4%. Donc tout de suite, ça a engagé les gens, et ça participe à la qualité, parce que sinon, le bouche-oreille était assez négatif. Ouais, bon, le covoiturage, c'est un peu aléatoire, quoi. Oui, peut-être qu'ils seront là, peut-être qu'ils seront pas là. Peut-être que tu vas économiser sur ton trajet, mais peut-être que non. Oui. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus carré. Le A, c'est pour active, parce que c'est très important pour la confiance de se dire « Ah bah lui, il s'est connecté, je vais réserver sur son trajet parce qu'il s'est connecté il y a 1 heure et je vois qu'il répond à 100% des messages qu'on lui envoie. Donc c'est quelqu'un digne de confiance, quelqu'un qui ne s'est pas connecté depuis 1 semaine, finalement il ne fait peut-être pas son trajet, je ne sais pas. Donc cette information de l'activité sur le site, elle est importante. Donc D-R-E-A, pour moderated, ça c'est important. C'est que nous, on a une grande équipe, c'est quasiment un tiers du staff chez Blablacar, d'équipe relations membres, qui non seulement répond à 100% des messages qu'on reçoit, mais en plus modère énormément de contenu. On modère toutes les photos, c'est des vrais portraits chez nous, il n'y a pas d'avatar type Homer Simpson. Voilà, on doit engager sa vraie personnalité. Donc on a des gens concrètement qui recadrent les photos, qui refusent des photos, et ça permet de se voir avant le trajet, et c'est important. Et puis on modère les contenus, les commentaires de trajet, les avis, etc. On lit tous les avis. Donc la modération est très importante pour atteindre un niveau de qualité. Effectivement, on pourrait se dire, mais c'est un travail de fou, non? Oui, il y a combien de personnes qui s'occupent de ça chez vous? Une vingtaine. Une vingtaine, oui, quand même. Ouais, toute la semaine. On a aussi des gens qui travaillent le soir et le week-end. On répond de 8h à 22h à tout le monde. D-R-E-A-M-S. Alors on a un beau slide qui explique ça. Vous m'avez envoyé le slide. Ouais. Je vais le mettre sur le Twitter. Mon adresse est @anicé, c'est assez simple. Je vais mettre en TweetPic le fameux slide qui explique, si vous cherchez une recette, parce que c'est un peu ça, ouais. Pour créer de la confiance avec la plateforme. Juste le S. Et le S, ah oui, parce qu'on a plusieurs des rêves. Il y en a plusieurs. Parce que justement, la crainte, c'est est-ce que je ne vais pas partir avec quelqu'un qui s'est créé une fausse identité du web et puis il va se passer des choses. Enfin voilà. Alors non, justement, là, on relie le profil Blablacar aux autres réseaux sociaux, d'où social, oui. Et c'est rassurant. On se dit, cette personne, ah oui, bon, elle a 400 amis sur Facebook, 130 sur LinkedIn. Bon, c'est super. Elle est reconnue. Je pars pas avec n'importe qui. Voilà. Et donc, avec tout ça réuni, aujourd'hui, on a confiance, on part les yeux fermés en covoiturage. Alors, il y a des gens qui se sont installés sur ce principe même de la confiance, qui s'appelle Feedbacks, par exemple, qui est partenaire de Blablacar, je crois. Non ? Je pense qu'il devrait, alors. Feedbacks, c'est une entreprise qui, justement, va chercher tous vos profils. Oui ou non ? Oui, ils sont partenaires. Qui va chercher tous vos profils que vous avez sur eBay, sur Blablacar, sur Cocooning, sur My Major Company, pour quelque part se créer une espèce de carte de visite pour dire je suis quelqu'un de confiance. Regardez mon activité sur les différentes plateformes. C'est quelque chose que vous voyez un avenir, un espèce de tiers de confiance, quelqu'un qui, enfin là c'est pas un tiers de confiance, c'est un intermédiaire qui lui rassemble les avis pour dire regardez je suis de confiance pas seulement sur eBay, mais sur Blablacar, mais sur My Major Company, mais sur Cocooning aussi. Alors moi, je fais du lobbying auprès de mes amis de Blablacar parce que je pense que c'est un leader comme eux qui devrait le faire et qui devrait préempter ce domaine-là de la confiance et pas une société tierce. Mais bon, ça c'est notre sujet. Après, oui et non. C'est-à-dire que la confiance, il y a plein de choses qui sont génériques, les informations sociales, les informations déclarées, etc. Et après, il y a des informations, enfin des données qui sont extrêmement spécifiques à chaque plateforme. C'est-à-dire que, ok, il y a Monsieur John Doe, si on fait à l'américaine, ou Arthur Martin, qui conduit très bien, ça ne veut pas dire que c'est un bon hôte, que ce soit au niveau de la cuisine ou au niveau de l'hospitalité. Oui. Donc, en général, non. En général, non. En général, non. Michael Schumacher, je crois qu'au niveau des fourneaux, il n'est pas super bon. Ouais, voilà. Donc ça dépend vraiment de chaque service. Donc il y a un socle commun, clairement. Après, il faut que chaque service regarde comment valider, on va dire, la confiance. Je crois que dans le Declare, c'est aussi c'est lié à l'activité qui est notée, ou en tout cas qui est
évaluer. Donc ça demande du travail, donc de modération, de beaucoup de travail en interne chez les différents. Et après, il y a l'arnaque. On a tous peur d'arnaque. Les arnaques sur Kickstarter, des arnaques à l'investissement. On connaît tous la fameuse arnaque nigériane. J'ai trouvé un trésor, mais pour pouvoir en profiter, il me faut 20 €. Envoyez-moi 20 €. Bon, on les connaît tous. C'est cette consommation collaborative de l'arnaque aussi. Qu'est-ce qu'on fait justement chez My Manager Company pour éviter que quand demain on fera du don compte equity, qu'on mettra 1 000 € dans une entreprise et que le gars prend l'argent et s'en va? Pour le don contre equity, je peux pas encore répondre, mais non, mais je veux dire, quand on suit le projet de la boulangerie de quartier, ouais, et qui finalement ouvre rien et s'en va en vacances en Thaïlande. Disons que sur la question de la confiance, c'est vrai que c'est une question clé et qui est assez compliquée sur le financement participatif. Nous, on a vraiment commencé, on était dans les tout premiers, et on a vraiment vécu un petit peu toutes les heures du financement participatif. La question de la confiance, elle s'est posée pour nous. On a commencé le modèle sur un principe de retour financier, et la philosophie était assez simple, était de dire vous permettez à un projet d'exister, c'est normal que si ça marche, vous gagnez aussi. C'était peut-être naïf. Et si ça marche pas? Et si ça marche pas, évidemment, vous ne gagnez rien. Et donc ça a très bien marché comme ça, mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte, toute cette question de la confiance, elle est aussi liée à la façon dont les médias traitent notre boîte et ce qu'on fait. Et c'est quelque chose qui est très compliqué à gérer, parce que nous, on s'est rendu compte au début qu'il y a eu un espèce de... Les médias étaient tellement contents. Alors je rebondis sur une autre question précédente qui était qu'on s'attaque à des institutions et que c'est plus ou moins difficile, elles nous embêtent plus ou moins. Alors nous, effectivement, on a de la chance, c'est qu'on s'est attaqué aux majors au moment où tous les médias voulaient taper sur les majors, et aujourd'hui on s'attaque aux banques au moment où tous les médias veulent taper sur les banques. Donc voilà, mais quand on tapait sur les majors, on voyait un espèce de... Les médias devenaient complètement fous en train de dire « Ah, major, mais c'est génial, c'est super », excessif quoi. Nous, on était des jeunes start-upers qui voyaient le truc exploser, et on n'a sans doute pas été à la hauteur de la confiance que tout ça a généré. Et donc il y a des internautes qui ensuite ont misé sur plein d'artistes en se disant « Ah bah c'est mon nouveau Grégoire », tout ça. Et ils ont perdu leur argent et après ils s'en sont plaints. Oui. Et nous, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Malheureusement, il y avait dans les médias, on avait beau raconter tout ce qu'on voulait dans les médias, à partir du moment où les internautes ont gagné effectivement 26 fois leur mise sur Grégoire, on va pas le cacher. Mais ce qui est sûr, c'est que les médias ne retiennent que ça. Oui, donc ils ne parlent que de ça. Donc après, ça crée de la déception. C'est très difficile à gérer, en tout cas sur le financement participatif, mais c'est assez différent des autres business. Et la solution qui a été trouvée, alors après, c'est vrai que dans l'univers des boîtes de financement participatif, il y a des concurrents qui sont montés, KissKissBankBank par exemple, qui s'est monté en même temps que nous sur exactement le même modèle que nous. Mais sauf que comme on avait pris trop de place, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'avenir, donc ils ont changé de modèle en cours. Et après, ensuite, ils ont raconté à quel point le retour financier c'était négatif et à quel point en fait le don contre don c'était super. Le don contre don a plein d'avantages, mais c'est quand même un moyen de se défausser de la responsabilité, puisqu'en fait la mécanique du don contre don, c'est quand même de dire bon bah non, c'est plus l'intermédiaire qui est responsable, c'est le porteur de projet. Et effectivement, c'est le modèle Kickstarter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un porteur de projet collecte 100 000 € et puis vient on se barre en Thaïlande avec, bah c'est pas la faute de la plateforme. Bon, alors c'est vrai, est-ce que c'est vraiment beaucoup plus vertueux que ce qu'on faisait nous? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça permet... Il y a certains outils que je retrouve dans ce que fait Blablacar qui permettent quand même de surveiller le sérieux du porteur de projet, parce qu'effectivement, ça devient une personnalité publique. Nous, en tant que plateforme, quand même, on vérifie que cette personne existe. On l'a au téléphone, on lui parle. Et puis, de toute façon, quelqu'un qui construit un projet, on voit assez vite s'il a pris du temps à le faire, que c'est joli, que c'est cohérent, que le mec décroche au téléphone et qui nous dit à quel point il est content d'être sur la plateforme. Enfin, on voit assez vite si ce truc-là est potentiellement une arnaque ou pas. Et donc il y a très peu d'exemples d'arnaque quand même dans le crowdfunding don contre don. Sinon, de toute façon, la plateforme, si il commence à y avoir des problèmes, je pense que la plateforme elle-même finit par ne plus exister, même si elle dit je suis pas responsable. Oui, c'est ça. Cette question de la confiance, elle est clé parce que on peut très vite devenir le nouveau génie, et très vite descendre aussi sur un ou deux exemples, sur un ou deux mauvais exemples. Il suffit qu'il y ait un mec sur Blablacar qui soit très sympa, puis qui pète les plombs, qui décide de se taper la nana d'à côté. On se souvient d'Airbnb qui avait eu des histoires avec un appartement ravagé. Il nous reste quelques minutes quand même, et je voudrais parler un petit peu juste du futur. Est-ce que la consommation collaborative, c'est réservé à la crise? Et quand il n'y aura plus de crise, finalement, il n'y aura plus de financement collaboratif? Moi, je dis non. L'habitude a été prise et personne n'aime gaspiller. Et même si la crise finit, ce qui n'est pas tout de suite, voilà. En plus, nous, on est sur le secteur des transports. A priori, l'essence va continuer à augmenter, même si la crise... ouais, je vois pas un avenir d'essence pas chère. Mais non, pour moi, ça va continuer. Cédric ? On a parlé de la crise comme un facteur de
cet écosystème au global, nous, Cooking, la crise n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on permet à des gens d'avoir une nouvelle expérience autour de la table. Elle est pas que culinaire, elle est aussi dans la rencontre. Donc ce qu'on permet, c'est de recréer d'une certaine façon du lien social. Ça peut paraître très utopique ou ce qu'on veut, mais la réalité c'est ça. On est dans des mondes où on s'est complètement isolé. Alors dans le monde du web, on est quand même très on se contacte pas mal, quoi. Mais si on prend notre société en général, on s'est isolé. On parle plus aux voisins, on n'essaie plus d'aller rencontrer des nouvelles personnes. On est dans nos silos de nos vies. Ça permet de rapprocher aussi les Voilà, gens. Il y a donc, un aspect très humain dans la consommation collaborative. on On parle beaucoup recrée d'internet et de réseaux sociaux, mais on oublie qu'à la fin, c'est la mise en relation de personnes, de vraies. Ouais, on recrée du lien et cette recréation de lien, et tout le monde, hein, tout ce qu'on fait là, ça recrée du lien. Des fois essentiellement en ligne, des fois aussi, surtout hors ligne, donc dans une voiture, autour d'une table. Et ça, c'est une lame de fond qui est pas prête de s'arrêter, parce que c'est l'évolution classique du web. Hein, c'est l'évolution du web. On a connecté les données, on a connecté les gens en ligne, et maintenant l'évolution d'après, c'est connecter les gens dans la vie réelle, parce que c'est ça quand même qui est assez sympa. Il nous reste 1 minute et je vais prendre une question du public. Renaud qui nous dit que le crowdfunding nécessite de dévoiler publiquement son projet. Ne risque-t-on pas de se le faire voler? Comment éviter ça? Je pense que c'est une question pour vous, Michael. Oui, ça nécessite. Alors là, il n'y a qu'un seul moyen, c'est ce que le monde réel offre comme moyen de protection. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on met son projet sur une plateforme de crowdfunding, il devient public. Oui. Donc je n'ai pas de réponse à cette question, à part que le constat est bon. Ouais, si ce n'est qu'on n'est pas obligé de dévoiler toute sa stratégie d'implémentation d'une idée et qu'on peut lever de l'argent sur ces plateformes avec une idée, en se présentant. On n'a pas besoin de donner toute sa recette. Nous, clairement, le covoiturage, il y a plein de gens qui ont eu l'idée, il fallait l'exécuter. Et c'est finalement une idée, tout le monde en a des idées, l'exécuter, c'est ça le plus compliqué. Eh bien, il est 11h27, on m'avait dit de rendre l'antenne et la conférence à 11h27. Je vous remercie énormément pour vos réponses. Et merci aussi pour le public, parce qu'il y a pas mal de questions qui sont tombées. Je vais les transmettre aux invités et peut-être qu'ils pourront vous répondre directement. Merci à tous. Merci.